Bonjour à tout le monde en ce jeudi ensoleillé. Alors vous avez deux images qui n'en font qu'une, tout en sachant que ni l'une ni l'autre ne représente Julien Quertigné, puisque je n'ai pas trouvé, je ne crois pas qu'il existe de photographie ni même de dessin du visage ou du buste de Julien Quertigné. Alors ces deux images qui sont quand même particulièrement contrastées, sur la gauche, quelque chose qui peut sembler très farfelu, très carnavalesque en tout cas, et puis sur la droite, une miniature du Moyen Âge. Eh bien, tout ça sont deux facettes de l'activité publique de Julien Quertigné, qu'il a connu, qu'il a vécu, qu'il a même réalisé. Je vais rentrer dans les détails, bien entendu, mais je trouve que n'ayant pas de photos, c'était à la fois énigmatique et puis, je sais pas, un clin d'œil à notre personnage du jour, qui est qui est né à Lille. Hein, donc on va aller dans le nord, on va aller dans le nord, on va aller à Paris, on va aller un petit peu partout. Je dis pas partout quand même, mais entre Paris, Lille et puis Valenciennes. Et en fait, c'est surtout à Valenciennes qu'il est connu pour son Picard. Donc le parcours de Julien Quertigné, Julien Jean-Baptiste Quertigné, euh, qui est né en 1823 et qui mourra assez vieux, hein, pour son époque, puis en 1912, il y a quasiment 90 ans. Donc son parcours est bien connu parce qu'il a été décrit par un de ses contemporains. Ce qui me permet de vous brosser sa bibliographie et sa biographie. Sa bibliographie, je ne vais pas la faire en détail, je ferai en détail que la partie picarde. Donc ce personnage a écrit en picard. J'ai là un de ses fascicules, j'en ai même un deuxième. Et puis il est répertorié dans, si vous connaissez la région de Valenciennes, le livre du Rouchy de Jean Dauby, un bouquin qui est sorti dans les années 70. Là, j'en ai une version qui est souvent, c'est connu avec une couverture grise. Enfin, là, j'en ai un autre tirage. C'est un tirage, on va dire, un peu plus relié, un peu plus de luxe, mais c'est le même contenu. Et qui est à la fin du livre de Rouchy de Jean Dauby. Il y a après un dictionnaire Picard français et français Picard, ce qui était assez rare il y a une cinquantaine d'années. Il y a une anthologie d'auteurs du valenciennois qui s'exprime en rouchi, c'est comme ça qu'on appelle cette variété de Picard du Hainaut français. Et puis, dans cette anthologie, parmi ces auteurs, il y a Jean-Baptiste Julien Quertigné, qui est présenté de manière synthétique. On va voir comment Jean Dauby le caricature, enfin le cerne. Mais c'est à peu près la seule mention qu'il y a de cet auteur. Alors que personnellement, je lui ai trouvé pas mal d'intérêt. Sinon, j'aurais peut-être pas de quoi vous en parler pendant une heure et demie, et puis moi encore pour vous en parler tout court. Je lui ai trouvé de l'intérêt dans son Picard, dans une deuxième approche. Parce que j'avais le petit fascicule que je vous ai montré, là, les pasquilles, je l'ai depuis pas mal d'années. Bon, je l'avais regardé, il y a un lexique, il y a des choses, je vais le redétailler, mais ça ne m'avait pas euh, motivé au-delà de ça. C'est avec un autre ouvrage tout à fait original pour le 19e siècle que, en fait, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire et à relire plusieurs fois Quertigné. Alors, son parcours. Son parcours, il est né un 22 novembre, au jour de la Sainte-Cécile, à Lille, en 1823. Donc, son père est serrurier, il est originaire de la banlieue lilloise. Sa mère, Reine Antoinette, c'est quand même née en 1791, c'est pas un prénom complètement anodin. Reine Antoinette Catherine Devel. Voilà, et il a deux sœurs, Apolline qui donc est née avant lui, une autre sœur Céline qui ne vivra pas, elle ne vivra pas un an, et puis ensuite il aura un frère dont on n'entendra pas parler de sa fratrie dans la suite de son parcours. Et Julien Quertigné va à l'école, c'est un bon élève, et il a dès son plus jeune âge la passion du dessin et de l'écriture. D'où l'image que vous avez vue tout à l'heure avec la miniature. Le dessin, c'est quelque chose, et l'écriture dessinée, donc la calligraphie, c'est quelque chose qui va l'animer professionnellement tout au long de sa vie.
au-delà même de sa retraite. En 1833, il a 10 ans, et il prend des premières leçons de calligraphie et de dessin chez Louis Dourdan, qui est assez connu à Lille à ce moment-là, qui est calligraphe et dessinateur. Un an et demi plus tard, eh bien, il va réaliser une première enseigne pour son père, donc je vous ai dit qu'il était cordonnier. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qui se fait quand même assez classiquement. Et puis, il va fréquenter l'école académique de Lille. Il va suivre des cours d'un monsieur qui s'appelle Phidias Cadet de Beaupré, dont je ne vous parlerai pas outre mesure, si ce n'est qu'il est originaire de Valenciennes. Et vous savez probablement culturellement que Valenciennes est une ville d'art. Hein, c'est la ville quand même de l'expression artistique dans le nord de la France, Watteau, tout ça. Donc c'est quand même un petit peu avant le 19e siècle, mais donc il y a cette culture-là qui est importante vraiment dans la ville de Valenciennes encore aujourd'hui, avec des écoles d'apprentissage du dessin numérique, etc. Et donc, c'est un de ces maîtres-là donc, qui va former Cartigné, Julien Cartigné, et il va devenir assez rapidement, à 15 ans, apprenti graveur à Lille, dans une maison qui s'appelle Reboux-le-Roi. Et puis ensuite, eh bien, il va commencer donc à travailler et puis à réaliser des calligraphies en français, hein, tout ça, pour des règlements, des discours. Donc, je veux dire, c'est des choses qui sont ornées, qui sont entre guillemets luxueuses, en tout cas avec des éditions qui peuvent parfois n'être que manuscrites et parfois à très peu d'exemplaires, plus rarement, du moins dans le début du 19e siècle, des tirages importants. Et donc là, on est toujours à Lille jusqu'en 1843. Et en 1844, il a 21 ans et il arrive à Valenciennes, donc dans la Cité des Arts, où il va rester pendant 11 ans, donc de 44 à 55. Et là, il va arriver dans une imprimerie qui s'appelle Prigné. Et cette imprimerie Prigné, je vous la cite parce que c'est une imprimerie qui a produit pas mal de bouquins, et en particulier des bouquins de Gabriel Eckart. Alors, là, je fais vraiment une parenthèse, mais c'est assez intéressant de parler de Gabriel Eckart parce que c'est quand même un des maîtres des premiers à avoir réalisé un dictionnaire de Picard. Je vais vous partager une première feuille que vous aurez, hein, bien sûr, ensuite. Donc voilà, Gabriel Eckart qu'on a là en portrait. Et donc chez cet imprimeur valenciennois, Prigné, il va éditer alors la première édition, vous voyez, en 1812 de son dictionnaire Rouchy français. Je vais y revenir tout de suite, c'est quand même le plus important. Servantois ou sotte chanson, ça sont des textes en français du Moyen Âge qu'il a retrouvés dans une bibliothèque et qu'il va publier. Puis ensuite, il va y avoir une deuxième édition de son dictionnaire Rouchy, puis une troisième augmentée à chaque fois. Donc, vous aurez les liens pour éventuellement, si vous n'avez pas les bouquins, vous aurez les liens pour les trouver en PDF sur les sites de Gallica. Et donc, Gabriel Antoine Joseph Eckert décède en 1838 et son dictionnaire Rouchy français, donc vraiment ouvrage majeur de la littérature de la dialectologie picarde, donc est réédité en 1978 chez Lafite Reprints, avec une présentation par Claude de Paris, comme c'est noté là, que j'ai eu la chance de rencontrer une seule fois. J'ai rencontré son fils l'année dernière, mais qui est décédé très jeune, Monsieur de Paris, mais qui était un chercheur du CNRS qui était impliqué dans la démarche de l'Atlas linguistique picard dans la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, Écart a produit énormément de travaux historiques. Dans un premier temps, si vous ne le connaissez pas, vous vous référez à sa fiche Wikipédia et puis éventuellement à d'autres ouvrages qui décrivent Écart. Alors, je vous en parle parce que on est à Valenciennes. Écart et Quertigné sont très peu contemporains, hein, puisque donc Quertigné, je vous le rappelle, est né en 1823 et quand Écart décède, Quertigné, il a 15 ans. Donc je vous montre un petit peu pour voir à quoi ça pouvait ressembler.
Les, la deuxième édition, la première édition, elle devait être dans des journaux. Donc la deuxième édition du dictionnaire d'écart, bah, c'est un petit bouquin comme ça, voilà, qui est à ce format-là. Alors que la troisième édition, c'est un format beaucoup plus grand, vous voyez, comme ça. Et c'est cette troisième édition qui a été reprise chez Lafite. Et c'est une richesse du vocabulaire de la région de Valenciennes. Et Écart, donc, intitule son dictionnaire, on le voit mieux sur la couverture de chez Lafite en reprint, dictionnaire, donc Rouchy français. À cette époque-là, du 19e siècle, mais en particulier au début, dans le premier tiers du 19e siècle, parler de la région de Valenciennes, de Tournai, de Mons, c'est parfois décrit comme étant du wallon. Ça n'est jamais décrit comme étant comme du picard. Le mot patois, il doit être là quelque part derrière, mais il faut lui donner un nom plus ou moins scientifique, en tout cas le distinguer, en particulier des Flandres, en particulier de l'Artois. Et donc, c'est probablement, là je m'avance, hein, c'est probablement Écart qui a popularisé le mot de Rouchy, le parler d'ici, le parler de Rouchy, le parler de, voilà, et donc de Rouchy, de par ici, qui devient le Rouchy. Ce mot de Rouchy est contesté en 1978 par Claude de Paris quand il fait la présentation de l'ouvrage en disant que ce mot n'a aucune pertinence, que on sait maintenant que c'est du Picard. Bon, donc en 1978, il y avait une espèce de volonté d'abolir le mot Rouchy, et puis en fin de compte, il a fait Flores, puisque plus de 50 ans ensuite, on en parle toujours sous ce terme-là pour décrire donc le Picard de la région de Valenciennes. Et pour finir la parenthèse sur Gabriel Écart, euh, beaucoup de vocabulaire qu'on va retrouver chez Quertigné se trouve dans le dictionnaire d'Écart. Donc, ou bien Cartigné a puisé son vocabulaire dedans, ce dont je doute un petit peu peut-être au niveau de l'écriture, ou alors surtout, Écart a fait un excellent travail dès le départ de description de la langue, hormis le côté mine de charbon, puisque quand il fait sa première édition, il n'y a pas encore un grand développement industriel du charbon, ça viendra au fur et à mesure, et donc au fur et à mesure des éditions des rééditions plus exactement du dictionnaire du Rouchy français, eh bien, il y aura un complément avec le vocabulaire minier, que ce soit dans la fosse ou que ce soit sur le carreau de mine, qui sera ajouté aux éditions antérieures. Voilà, fin de la parenthèse, mais franchement, quand j'ai eu sur certains mots des hésitations de vocabulaire, j'ai absolument tout ce que j'ai cherché, je l'ai trouvé chez Eckhart. Voilà. Et donc, notre Cartinier, là, donc, il vient travailler chez cet imprimeur Prigné qui a édité Écart. Hein. Je vous remets dans pourquoi j'en suis arrivé là. Et donc, il y a l'habitude. Le Picard, le Rouchy, le Patois, c'est quelque chose qui est connu. Mais il y a 200 ans de ce que je vous parle là. Tout le monde parle, a entendu et sait parler, quelle que soit la classe sociale. Quand on est du pays, on parle le langage du pays. Hein. En Picardie, on parle picard, et dans le valenciennois, donc on parle ce, entre guillemets, rouchi. Donc ça n'est pas c'est pas une surprise que le picard soit présent. On a notre Quertinier bah, qui travaille hein, tout simplement il est embauché là comme graveur et il va réaliser des dessins comment descriptifs quasiment architecturaux avec des églises. Il va réaliser des armoiries, des frontispices, enfin des choses comme ça. Et il fait, alors ça je ne l'ai pas trouvé, mais il a fait une reproduction en lettres gothiques, en écriture gothique du roman de la Rose, qui est donc un texte qui a été popularisé par le roman d'Umberto Eco, qu'on retrouve maintenant en bande dessinée là, depuis 2-3 ans avec le trait de Manara. Mais donc le roman de la Rose, c'est un texte bien entendu qui sort du Moyen Âge, hein, qui est un texte du fond de culture de langue française. Et bah, il est remarqué pour son travail et il va même être délégué pour la réorganisation du travail dans la section lithographie. Donc ça permet de savoir qu'il pratiquait la lithographie, qui est quand même un mode de reproduction qui était très courant à ce moment-là et donc à cette époque-là, et qui permet de reproduire du trait en particulier.
Et il est distingué par ailleurs parce qu'il peint un tableau qui s'appelle Coriolan devant Rome, qui lui vaut de Coriolan devant Rome, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, qui lui vaut des mentions de bronze, des médailles de bronze, d'or à différentes expositions, pas seulement à Valenciennes, mais aussi à Paris, à Boulogne. Donc son talent est reconnu. Et 1850, vous voyez, ça fait peu de temps enfin, il est à Valenciennes, mais bon, ça fait peu de temps qu'il est adulte, hein. Il a 25 ans à peu près à ce moment-là. Il fréquente des sociétés qui donc vont l'inviter et dans lesquelles il va prendre la parole pour chanter en patois valenciennois et pas lillois. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. L'île Valenciennes, c'est pas très loin, mais enfin, il y a quand même la forêt de Saint-Amand entre deux. Enfin, c'est pas la porte à côté quand même. Et puis, le Picard des Flandres, le Picard lillois, il est bien connu. Il y a une influence flamande qui est dedans. Lui, il est pas sur cette langue-là. Il est sur vraiment la langue du valenciennois qu'il adopte. Et quand il va s'exprimer donc dans ses chansons qui sont pour la plupart publiées ou dans ses bouquins, ça sera là toujours et systématiquement la langue de Valenciennes, donc le Rouchi. Et donc il fait des chansons, alors ils partent même en voyage jusqu'à Anvers, il leur parle plusieurs fois, ça l'a beaucoup marqué, parce qu'il y a de l'art à découvrir là-bas, et il chante en patois valenciennois. Et il va même donc chanter pour la Société lyrique des travailleurs de Valenciennes. Et là, je dois dire que enfin, ça m'a intrigué et intéressé de voir qu'il s'adressait aux travailleurs, et il en parle souvent dans sa littérature en prose. Je vais développer ça tout à l'heure. Il s'intéresse souvent aux travailleurs, alors que dans des critiques, des manières de le présenter récentes, en particulier, je pense au journal L'Arnitoile, qui était édité dans le Valenciennois, qui était un mensuel qui a duré assez longtemps, une dizaine d'années au moins, il n'est présenté Cartigné qu'une seule fois et dedans on le classe comme bourgeois. Alors, il travaille pour la bourgeoisie, c'est évident. Je veux dire, c'est pas monsieur tout le monde qui va se faire un blason ou bien qui va demander donc des armoiries ou qui va demander un discours à l'occasion d'un mariage qui serait illustré d'une calligraphie, c'est certain. Donc, et c'est des travaux qui coûtent cher, qui sont rehaussés à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est pas du travail qui est bâclé, hein, c'est vraiment un travail très professionnel. C'est certain, d'autant plus que les ouvriers, la classe laborieuse d'une manière générale, n'accèdent pas encore systématiquement ou obligatoirement à l'école. Mais il s'adresse très souvent à des travailleurs. Je n'en tire aucune conclusion, si ce n'est que donc il y a ces deux facettes entre sa vie professionnelle et puis sa vie humaine. Et il va donc créer, donc je vais vous repasser l'image de partage du début pour donc vous compreniez bien de quoi il s'agissait. Euh, donc il va créer en 1851, donc c'est l'image de gauche là qui nous intéresse. Ce personnage qui est pris en photo, c'est une photo qui n'est pas du tout contemporaine, hein, c'est début 20e. Et donc, il va chanter, donc à ce moment-là, pour la société, non, ça je vous l'ai déjà dit, pour la société du souvenir de la dite marche des Incas. Il crée cette chanson-là, le souvenir de la dite marche des Incas. Et les Incas, eh bien, c'est ce personnage-là. Les Incas, c'est pas du Picard, c'est pas du patois, c'est pas une déformation de Anka. Les Incas, ce sont les Incas, comme ça aurait pu être donc d'autres Indiens d'Amérique. Hein. Et donc, ces gens-là se déguisent, donc ce sont des équipes de joyeux lurons, hein, on va pas non plus dire qu'ils sont sérieux tout le temps, mais ils sont généreux. Ce sont des sociétés, des actes bienfaiteurs qu'ils mettent en œuvre à ce moment-là, et donc ça va perdurer tout au long au moins du 19e siècle et même un petit peu au-delà. Et quand on cherche les Incas Valenciennes sur Internet, on trouve énormément d'occurrences donc de leur présence. On y reviendra forcément aussi tout à l'heure.
Et donc, il crée cette société, cette chanson, donc du souvenir de la dite marche des Incas, parce que donc dans Valenciennes, mais dans Valenciennes, c'est toute la ville. Alors, on est à une autre époque, on s'amuse différemment d'aujourd'hui. Il n'y a pas la télé, la radio, etc. Hein. Donc, les fêtes sont populaires, la ville est mobilisée, les grandes places sont transformées et donc sont avec des chars, avec des estrades, avec donc vous avez vu avec des costumes. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de musiciens, de comédiens, de personnes qui participent à ces défilés. Et donc, ben, on a un refrain qui va perdurer, qui est de Quertigné, qui est retenu comme quand on terre tous de bon cœur, quand on a perdu nos haleine, allons enfants de Valenciennes, qu'on soche de bonne humeur. Voilà. Et qu'on retrouve dans le première publication de Quertigné avec une version un tout petit peu différente. C'est pas quand on terre tous de bon cœur, c'est quand on tous avec ardeur, quand on a perdu notre haleine, allons enfants de Valenciennes, montrons-nous de bonne humeur. Petite variante, la tradition orale a un petit peu modifié le thème. Alors, on a dans Valenciennes encore aujourd'hui des représentations, des frontispices. Vous verrez ça dans les documents que je vous mène, parce que je veux quand même avancer un petit peu, sinon, si je vous parle que de ça, on n'en finit pas avec ce personnage qui est assez étonnant. Euh, Quertigné va encore travailler là que les mines arrivent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà visité le Ward, c'est le plus connu des endroits où il y a eu de la mine de charbon par chez nous. Mais il y a des immenses cartes qui décrivent le bassin houillé. Donc, il va le faire pour le bassin houillé dans une carte qui fait quand même 3,25 m de long sur 2,52 m de haut. Hein. C'est quand même, c'est quasiment du Giraudy. Hein. À peu près la moitié d'une affiche Giraudy. Et donc, cette carte, elle va être remarquée pour être affichée à Paris à l'exposition universelle de 1867. Et puis, il va être proposé par un homme de lettres de Valenciennes, qui s'appelle Monsieur Dino, pour restaurer une Bible de la bibliothèque municipale de Valenciennes. Et c'est ce que vous avez donc ici. Donc, je remets à nouveau, c'est l'autre facette. Voilà. Et donc là, c'est sur la droite. Eh bien, c'est cette Bible, ce dessin, cette calligraphie, c'est du Quertigné. Il a restauré plusieurs pages qui manquaient, qui avaient été. Alors, je ne sais pas comment elles ont été détruites, mais en tout cas, lui était donc guidé pour savoir ce qu'il devait faire. Et donc, il va réaliser donc pour Georges d'Egmont, qui est abbé, donc la Bible de départ, elle est de 1526-1559. Vous aurez les détails. Donc, il va donc faire refaire toute cette page-là, plus en tout, ça fait 16 pages, hein, 8 feuillets qu'il reprend comme ça. Il est payé, bien sûr, pour faire ça. La ville de Valenciennes va le payer 300 francs de l'époque. Et son travail est véritablement remarqué. Hein. Il n'y a que des éloges. Et on retrouve dans plusieurs publications, on retrouve facilement ces informations-là. Et je dois dire que c'est un peu ce qui m'a intrigué au départ. Pour vous parler de Quertigny aujourd'hui, je me suis dit, mais le gars, il a quand même énormément de talent, quoi. Mais il écrit aussi en picard et il s'amuse et il le fait savoir. Et quand il s'amuse, c'est en picard. Et donc, les amusements, les distractions, les fêtes, les moments de sport, de jeu, hein, de jeu de balle par exemple, sont des choses auxquelles il participe et qu'il fait connaître dans sa littérature. 1552, donc là, eh bien, après avoir fait ce travail valenciennois, je ne sais pas pour quelle raison, il part à Paris, à Montmartre, et je pense qu'il a envie de visiter les musées parisiens en particulier, parce que ça, c'est noté. Et puis là-bas, à Paris, ben, il va se marier. Il va se marier, je vais vous dire, une première fois, parce qu'il va se marier 3 fois en tout. Ses épouses, elles décèdent assez vite, dont une, je pense, en couche. Et donc, il va donc avec Judith Joséphine Baudouin, et puis ils vont avoir une fille, Marie-Joséphine Quertigné, qui est née à Paris, mais qui va continuer sa vie, qui va
donc il va revenir avec elle enfant, hein, quand il est veuf, en fait, et donc elle va finir sa vie à Marly. Donc elle revient aussi dans la région de Valenciennes. Donc il n'a pas d'autre attache à Paris que celle de, bon, bien sûr, d'y avoir vécu, de s'être marié, d'avoir travaillé pendant quelques 5 ans à peu près. Et puis, donc, là-bas, à Paris, il est contremaître dans une maison qui s'appelle Bordeaux, mais c'est à Paris, hein, ça s'appelle Bordeaux. Et il fait toujours de la calligraphie commerciale, et il fréquente les musées de Cluny, du Louvre et tout ça. Et en 1857, il est veuf depuis un an et revient à Valenciennes. Et là, il rentre chez un autre imprimeur qui s'appelle JR, G-I-A-R-D, qui est un imprimeur que, bah, quand on s'intéresse au Picard, on connaît un peu, parce que c'est celui qui publie à la fin du 19e siècle, un de ceux qui publie des almanachs de Valenciennes. Et c'est dans les almanachs de Valenciennes de JR qu'il y a les premiers dessins et la première BD en Picard qui est publiée à la fin du 19e siècle. Donc on est encore dans un endroit où, je dirais peut-être même peut-être encore plus que chez le précédent éditeur, donc un endroit où le Picard a de la place. Il a sa place et il a sa place par différentes modes d'expression. Et donc, ben, notre Quertinier, ben là, il travaille toujours avec l'écriture, les miniatures, les décorations. Et là, il va se remarier à Valenciennes avec Adéline Gaby, et ensemble, ils auront un fils, Julien, et puis une fille, Nelly Antoinette. Ben, la pauvre dame, elle décède en 1866, 3-4 ans après la naissance de sa deuxième fille. Donc, Julien Cartinier, il se retrouve avec 3 enfants, hein, de 2 mariages, et c'est à ce moment-là 1861, à cette époque-là plus exactement, qu'il donc publie la première édition de son recueil de pasquilles. Alors, là, je la connais pas du tout, cette première édition, ça c'est la deuxième, mais donc qu'il appelle donc recueil de chansons et pasquilles valenciennoises, chez Giard, puisque c'est là où il travaille. Et en 1867, il se remarie donc une troisième et dernière fois à Valenciennes avec Julie Héléna Duré, et le père de cette nouvelle femme, eh bien, travaille aux mines d'Anzin. Donc là, il a un contact avec. Et donc lui, il est employé, il doit être cadre, enfin je sais pas, il descend pas, je pense pas, enfin, en tout cas pas tous les jours, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc il est cadre, porion, je suis pas certain, donc dans les mines d'Anzin. Et là, avec ce couple-là, va avoir 6 garçons, hein. Ils vont avoir 6 garçons qui vont avoir, ouais, ça fait 9 enfants quand même. Bon, c'est pas rare à cette époque-là. Mais donc, ces enfants-là, tous ces Cartiniers, ont de la descendance, hein. Il y a encore des Cartiniers qui descendent. J'ai pas fait une généalogie, mais j'ai bien vu qu'il y avait une descendance encore. Voilà, donc ben, dans ce troisième mariage, la famille, au fur et à mesure des naissances, va revenir s'installer à Lille. Donc ils sont partis à Lille, enfin lui, il est né à Lille, il est parti à Valenciennes, parti à Paris, il revient à Valenciennes, ils repartent à Lille. Voilà, c'est le parcours. Et là, à Lille, il va y rester, ce qui n'empêchera pas de faire des allers-retours. Il fréquente ses beaux-parents à Anzin, il y a pas de souci, ça se voit bien dans pas mal de correspondances ou de choses qu'on peut déceler. Et quand il est à Lille, il va travailler chez Choquet, puis chez un autre, Lefebvre-Ducrot, et enfin chez Danel. Alors Danel, c'est un éditeur, libraire-éditeur qu'on rencontre assez fréquemment. Et là, il va y rester jusqu'à sa retraite, donc il va y rester 32 ans, hein. Et donc là, c'est dans cette époque-là, en 74, qu'il publie donc cette deuxième édition de ses recueils de chansons, qui là est augmentée avec un lexique qui entame le bouquin. C'est assez amusant. C'est pas la première fois que je rencontre des choses comme ça, où on commence par le lexique, puis après on a le bouquin. Au 18e, il y a déjà un document comme ça. Et puis dedans, bah, on a des poèmes, on a des chansons qui ont pu être chantées, comme je vous l'ai dit, jusqu'à Anvers. On a aussi à la fin des dictons, des expressions, des noms de personnages. Vous savez, comme on dit Théophile pour Théophile. Bon, voilà, il y a Zazande, par exemple, pour Alexandre, qu'on retrouvera. Des petits dialogues, un petit peu de prose.
et puis des locutions, comme je viens de vous le dire. Et donc c'est un bouquin assez rare. Bon, ceci dit, il y en a un qui est en vente sur eBay. Alors après, c'est une affaire de sous. Vous irez voir Cartinier. Je crois que c'est vendu dans les 48-50 euros. C'est pas donné, quand même. Mais bon, donc il y a une deuxième édition. Ça veut dire qu'il a quand même une certaine notoriété, la possibilité de les imprimer et de les vendre. Hein. Et à Valenciennes, alors qu'il habite à Lille. Hein. Donc, c'est quand même assez sectorisé, le Picard, surtout à cette époque-là. Et à Lille, par contre, là, il va publier un album du calligraphe avec, donc c'est une espèce de cahier, si j'ai bien saisi, donc il doit y avoir plusieurs éditions avec des modèles d'écriture, de calligraphie, avec des lettres en gothique, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis, en 1875, il devient expert auprès du tribunal civil de Lille, expert en écriture, et donc il exercera comme ça 15 ans, donc au-delà de sa période de retraite. Et il devient directeur de la section lithographique. Il expose ses travaux de calligraphie. Il deviendra également professeur de calligraphie. Et puis, comme on est à Lille, qu'on est dans la deuxième partie du 19e siècle, ben, il est tout à fait normal, comme il s'exprime en picard, en patois, c'est tout à fait normal qu'il rencontre Alexandre Desrousseaux. Et donc, il va travailler pour Alexandre Desrousseaux et il va illustrer, alors je vous lis un titre, dédicace ornée, lettres variées rehaussées d'or, pour un texte une pasquille lilloise d'Alexandre Desrousseaux qui s'appelle Mélusine. Et ce document a été conservé jusqu'à la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été versé dans le fonds Adviel. Ce fonds a été transmis aux archives d'Arras. Et ben, tout ça, ça a brûlé en 14, du fait donc il n'y a plus rien du tout. Donc le texte de Mélusine, je vous assure, j'ai retourné quand même à peu près tout ce que j'ai sur Desrousseaux, je n'ai pas trouvé de référence à Mélusine, en tout cas pas sous ce titre-là. Donc le texte est perdu et le travail de Quertinier, là c'est bien dommage parce que c'était quand même un travail qui alliait à la fois son talent professionnel avec le Picard de Desrousseaux. Et d'autant que Desrousseaux y a été sensible, puisqu'il remercie Desrousseaux dans ces termes-là, à Quertinier que j'aime comme ami, que j'estime comme confrère en poésie patoise et que j'admire comme artiste calligraphe, souvenir affectueux, Alexandre Desrousseaux, Lille, le 2 février 1885. Hein, que j'admire comme calligraphe, mais que j'aime comme ami et que j'estime comme confrère en poésie patoise de Desrousseaux. Une notoriété. Et donc, c'est que il y a des échos autour des travaux de Quertinier. Je ne pense pas que ce soit simplement un remerciement de politesse. Euh, 1887, on avance un petit peu. euh, à Lille est créée une société d'artistes, commerçants, étudiants, tous originaires de Valenciennes, pour avoir, alors, je vous le dis tel que c'est, les buts de l'association. Le mot n'est pas exact, hein, on est avant la loi de 1901, mais voilà. Mais donc les buts sont décrits de cette société en Picard. Alors, je vous le lis, je ne suis pas du Nord, moi je suis de la Somme, hein, donc avec mes excuses pour les, les gens qui parlent avec l'accent et bien mieux que moi le rouchi ou le picard lillois, pour avoir le plaisir de diviser un faux par mot tout ce qui se passe dans Valenciennes et lire les gazettes qu'aux les infos du pays, d'où ce qu'on est venu au monde. Tout un saquant à une bonne pipe et en buvant quelques pâtés de bière. Voilà, donc le but de la société, bah, donc ils sont en correspondance avec Valenciennes, ils sont au courant de l'activité artistique et de loisirs à Valenciennes, et donc bien sûr, on va saquer une pipe, hein, c'est tirer sur la bouffarde, et puis et un buvant quelques pâtés de bière. Donc ça, c'est important, ça revient dans les textes de Quertinier, ça revient très fréquemment. La bière est le tabac, non, mais la bière est très fréquente. Euh, il participe à des concours de calligraphie, vous lirez tout ça en détail, et donc il est professeur ensuite, ben là quasiment où il a commencé ses études, à l'école supérieure de Lille, et puis après à l'école des beaux-arts. Et en 1891, et c'est là qu'il y a le déclic qui se fait, il publie à Valenciennes un bouquin qui s'appelle
Je vous donne le titre, on prend sa respiration. Le tour des chiens grimpeurs, ou souvenir et regret de deux bons vieux Valenciennes au sujet de la démolition des forts d'El Boîte à Cailloux. Scène humoristique dialoguée en patois du pays, entremêlée de couplets et ornée de dessins au trait. Alors, je peux quand même vous détailler ce titre. Le tour des chiens grimpeurs, on parle de Valenciennes. Valenciennes c'est encore une ville sainte, et CEINTE, et qui a donc des remparts avec donc des portes. Et donc il y a 5 remparts qui sont délimités par les portes, les 5 portes. Donc, c'est le tour des chiens grimpeurs, ou souvenir et regret, deux bons vieux Valenciennes. Donc, il va y avoir deux personnages qui vont dialoguer. Un s'appelle Pot de soupe, et puis l'autre, bon, pourquoi ça m'échappe au moment de vous le dire, mais c'est pas grave, il s'appelle Gratte-Penche. Voilà, il y a Gratte-Penche et Pot de soupe qui vont dialoguer, tout en se promenant autour donc des remparts de Valenciennes, donc leurs souvenirs, leurs regrets au sujet de la démolition de la boîte à cailloux. Le boîte à cailloux, c'est le surnom de Valenciennes, hein, la boîte à cailloux. Et en fait, ce bouquin, alors je ne le possède pas parce que mais il y a un reprint, je me suis fait faire un reprint de ça. Il a énormément de particularités. La première, c'est ce qui saute aux yeux quand on le regarde, là, comme ça, voilà, hein, il est entièrement écrit à la main. Voilà. Donc déjà, c'est un calligraphe qui fait œuvre, et donc tout est écrit à la main. Il fait plus de 200 pages. Il est tout en prose. Donc en fait, on a un bouquin qui est un projet littéraire absolument construit, parce que ben, ça se lit du début à la fin sans qu'il y ait d'anicroche. Il y a vraiment un projet littéraire. On est à la fin du 19e siècle, on va démonter les remparts des villes. À Abbeville, ça s'est passé exactement au même moment un peu partout, notamment dans le nord de la France. On crée des villes ouvertes. Pourquoi? Parce que l'artillerie est devenue beaucoup plus forte, et donc les remparts ne servent plus à rien, ni de les entretenir, donc ça ne protège plus les villes. C'est l'argument qui est déployé. Et puis on a besoin d'agrandir les villes, notamment Valenciennes, qui est une ville industrielle, avec les mines en zin et tout ça, ça se touche au nain et tout. Et donc, on a ce besoin d'aménagement du territoire, d'aménagement des villes. On a besoin de créer des boulevards, par exemple, aussi, hein. On va commencer à circuler, peut-être pas encore avec des voitures à pétrole, mais en tout cas, on circule avec des voitures à chevaux. On a besoin de faire circuler du trafic sur des barreaux, etc. Donc le projet littéraire de Cartigné, il habite à Lille, hein. Il a écho de ça par sa famille, sa belle famille. Il a écho par ses amis, par les sociétés qu'il fréquente, qu'on va démonter définitivement les remparts de Valenciennes. Et donc il a le besoin d'en exprimer une forme de nostalgie. Et il va donc écrire à la main. Je pense que ça a été écrit et recopié, parce qu'il y a des moments où il y a un seul moment où il y a des choses qui sont dites deux fois, mais vraiment à 2 lignes d'intervalle. Puis il y a des moments où il y a des petits mots qui sautent, donc je pense qu'il y a des feuilles qui ont dû être recopiées différemment. Et puis, bah, c'est de la prose. Et un bouquin de 200 pages, alors bon, avec les manuscrits, j'ai fait un calcul, en saisissant une page, en gros, ça ferait un bouquin de 70 pages en format A4 d'aujourd'hui, ce qui est quand même pas rien, hein. C'est en fait avec une écriture bien serrée, là c'est quand même assez aéré. Et puis il y a deux personnages qui discutent. Sauf que c'est pas exactement deux. Ce sont trois personnages. Il y a, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire le narrateur. En fait, dès le départ, il y a un personnage qui est là, qui est Zazande. C'est pour ça que je vous ai dit Zazande tout à l'heure, donc Alexandre. Zazande, c'est un ancien, et il reste dans son lit au début. Il y a la voisine qui vient boire le café avec sa femme. La voisine, elle arrive, et puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais par ce beau temps? Va donc faire le tour des remparts. Dans 2 ans, il n'y en aura plus. Et donc, il part sur les remparts, et il rencontre nos deux personnages, là, Gratte-Penche et Pipeau de Soupe, qu'il connaît, qui sont plus jeunes que lui. Et
pas beaucoup plus jeune, mais suffisamment, peut-être d'une quinzaine d'années. Et puis ensemble, ils vont cheminer, ils vont faire tout le tour des 5 remparts de Valenciennes, et à chaque étape, tout en marchant, ils vont trouver des étapes. Ça va être un cabaret, ça va être une porte, ça va être un canal, ça va être un dépôt de munitions, différentes anecdotes, et ils vont se raconter ça. Et Zazande, qui n'est jamais cité, mais quand on le lit, franchement, je l'ai lu très attentivement parce que la première fois, ça m'était un peu passé à travers. Parce que justement, c'est présenté, même par l'éditeur, par Giard, c'est présenté comme le dialogue de deux personnes. C'est présenté par Jean Dobry comme étant un dialogue de deux personnes. Non, il y en a vraiment trois, et il y a même une petite nuance de calligraphie, d'écriture, quand c'est Zazande et quand c'est les deux autres personnages. Donc, leur dialogue à trois va décrire les souvenirs des uns ou des autres, sachant qu'on a des souvenirs qui vont remonter à la Révolution française. Ce ne sont pas des choses que Quertigné a vécues personnellement, ce sont des choses qui sont inscrites dans l'histoire de Valenciennes. Et en fait, c'est une autre partie du travail littéraire, du projet de Quertigné, c'est de montrer en fait il s'appuie sur des documents historiques qu'il a probablement connus, consulté, ou qu'il a consulté à cette occasion-là. Il y a des témoignages de ce qu'il a vécu quand il vivait à Valenciennes dans sa première période, quand il est arrivé pour la première fois à Valenciennes. Et donc, tous ces éléments-là, il va les étayer. Et c'est notamment Zazande qui va dire, mais je vous raconte pas des bêtises, les camarades, parce que il y a telle chose à tel endroit dans le musée, il y a telle chose à la bibliothèque, il y a telle personne qui m'a raconté telle ou telle chose. Et donc, et notamment, ça c'est sur les jeux de balle, et il cite des témoins comme ça, enfin des personnes qui ont été témoins de la même chose que lui. Et puis, quand il parle de l'écroulement du beffroi de Valenciennes, eh bien, je veux dire, on va voir ça. Je veux dire, les éléments qu'il donne, il les étaye, et il les étaye avec des dessins. C'est-à-dire que dans l'édition, au fur et à mesure des pages, et plus ça avance dans le bouquin, plus il y a de dessins. Il présente donc, c'est lui, c'est Cartinier, hein, qui fait Alors attention, hop, toujours le même problème que j'arriverai jamais à résoudre. Et pourtant, il y a une focale quelque part. Donc voilà, bon, enfin, il fait des dessins. Donc là, ça, c'est une porte. Il y a d'autres. Hop, on prend comme ça. Voilà, bah là, ça tombe bien, c'est le beffroi. Donc là, vous avez le beffroi de Valenciennes avant qu'il ne tombe. Puis après, vous avez différentes étapes où il est en train de tomber, où il y a la place du marché qui est encombrée de gravats, etc. Donc, il met tout ça. Et en plus, il ajoute, ah bah à ce moment-là, on chantait telle chanson, tel refrain, et il met une chanson. Tout ça, c'est en picard, hein. Je sais, il y a pas de français dedans. Il n'y a pas de français. Sauf à trouver qu'il y a des mots de français dans le picard. Mais vraiment, c'est intégralement écrit dans la même langue. Et donc, il met aussi des morceaux de chansons. Il met pas les mélodies. Il met donc des couplets ou des vers. Donc, tout ça, ça fait un tout. Et c'est franchement, là pour le coup, agréable à relire. On s'imprègne. Je suis pas valenciennois, moi j'ai quelques amis qui habitent là-bas, mais je suis pas particulièrement intéressé par l'histoire de Valenciennes. Et là, du coup, ça devient très très intéressant, très très pertinent. Et donc ce bouquin est annoncé par Giard, son dernier employeur valenciennois, alors que, je répète, il est à Lille, avec un bulletin de souscription. Et puis donc, c'est autour de 1890-91, donc que ça va être publié, préparé, puis ensuite en 91 publié. Je finis sur sa biographie. Donc il va créer un album de vignettes donc en tant que calligraphe avec des modèles d'écriture depuis l'an 1200 jusqu'au siècle dernier, donc jusqu'en 1800, donc 600 ans d'écriture. Il fait des modèles d'écriture gradués pour les élèves d'école des beaux-arts. Ça m'a rappelé les souvenirs parce que j'avais un prof de technologie quand j'étais en quatrième, et il nous faisait écrire avec des modèles d'écriture gradués. Je dis, bah oui, ça existait déjà 150 ans avant, avec des formes de script, des choses comme ça. Et puis, alors, en 1906,
Il y a un essai biographique sur Julien Cartigné qui est édité. C'est un petit fascicule qui est à la bibliothèque de Lille. Et je remercie Yves Ledin de la Société de littérature du Nord de m'en avoir procuré une copie par forme de photographie. Donc c'est comme ça que je tiens énormément de renseignements. C'est Édouard Fromentin qui donc écrit un essai biographique sur Jean-Baptiste Cartigné dans lequel il décrit tout son travail. Alors c'est incroyable, hein, on croirait à un inspecteur des impôts qui est passé, puis on sait tout ce qu'il a fait, telle année, tel truc, telle année, tel truc. Et puis dedans, bah, il y a donc ce témoignage sur des Rousseau. Il y a énormément de documents. Bon, ben, après, j'ai recherché quelques éléments liés à sa vie privée avec ses mariages et ses enfants. Et donc, c'est fait du vivant de Cartigné. Donc, il a quand même eu un regard. Voilà, s'il y avait trop de bêtises, ça ne se passerait pas comme ça. Et en 1906, la même année que cet essai biographique, Cartigné devient membre d'honneur des Incas, qui existent toujours à Valenciennes. Et puis, bah, il va décéder 6 ans plus tard, en 1912, dans le Pas-de-Calais, à Burbure, là où un de ses fils, Henri, son fils qui est né en 1876, travaille comme houilleur, c'est-à-dire comme tireur de charbon. À l'ouest du bassin minier cette fois-ci. Donc, vous voyez, on a fait son parcours. Son parcours n'était émaillé que de 2 bouquins, si on veut bien. Mais il y a quand même quelque chose qui est franchement original, c'est le Tour des Chiens Grimpeurs. On va commencer quand même dans l'ordre chronologique par un texte qui va être issu des recueils de chansons et pasquilles, parce que c'est quand même assez inévitable, incontournable en tout cas. Et j'ai retenu, il faut quand même que j'arrive à bouger ce bazar-là, mais bon, je vais y arriver. Donc j'ai retenu un. Donc là, vous avez la couverture. Je vous partage l'autre. Donc le texte comme ça. Ça s'appelle Définition. Hein, vous avez bien le texte à l'écran, c'est bon? Alors, je vous ai mis le définition pour 2 raisons. D'abord, le titre. En fait, en Picard, on ne dit pas finir, on dit définir. Il a défini son ouvrage. Donc le définition, vous voyez qu'en sous-titre, c'est la clôture du jeu de balle, c'est la finale. Eh bien, pourquoi on ne dirait pas aux Jeux Olympiques qu'on va faire la définition d'une partie de hockey sur glace, hein? La finale du hockey sur glace. Voilà, il y a du vocabulaire qui est présent chez Cartigné avec des usages qui ne sont pas du tout, mais ils sont toujours très à propos. Jamais surpicardisés. Je vais vous lire le début. Parce que bien entendu, si on n'a pas de photo de lui, on n'a pas d'avantage d'enregistrement. Ça, vous pouvez facilement me croire. Euh, Définition ou la clôture du jeu de balle. Pasquille. Ah oui, alors je vous ai dit qu'il y avait 2 raisons. Donc il y a la première raison, c'est le titre. Puis la deuxième, c'est que dans le Tour des Chiens Grimpeurs, on va retrouver exactement le même thème avec et puis ça on le reverra aussi, avec les mêmes anecdotes sur la finale du jeu de balle qui va être perdue. Pas bien. J'entends souvent dire, chaque fois qu'on joue à le bal, que ce divertissement s'en va comme une candelle. Donc ils font comme une chandelle, hein. Et pourtant, cela n'est chi, et je n'ai mis un fétu de pâle qui a pu trouver plage, tellement le ribambelle de gens est au grande, chez chu que tout le monde connaît. Donc, le dimanche, je te le jour de la définition. Et avant l'ancienne, tout à chacun est métaux d'aller vircha. À Anzin, le pays du carbon, je te bats haute cause. Un bon matin, les accrocheurs, porions, mineurs, herscheurs, baroutiers et tout le sentier. Donc là, le sentier, c'est le chantier dans un. C'est peut-être la seule sonorité un petit peu flamande qu'on trouve, c'est que le che devient se, mais c'est vraiment sur quelques mots. Le verbe changer devient sanger, par exemple. C'est chez lui. Donc les métiers qu'on a vus là, accrocheur, porion, mineur, herscheur, baroutier, barreau c'est celui qui pose le barreau, c'est tout ça, c'est donc des métiers de la mine, hein. Je vous rappelle son beau-frère, son beau-père travaille à Anzin. Donc tous ces gens, tous ces métiers, et les femmes et les filles, tout chus qui pouvaient marcher, des cadeaux dans le ville déjà avant 12 heures. Enfin,
On peut dire que tout le gaillette et le menu, sans prendre le temps de déner, courotte comme au fût. Tout le galiette et le menu, bon, galiette ou gaillette, hein, c'est les morceaux donc qu'on retrouve, que les femmes, les trieuses, sur le carreau de la mine, donc elles essayaient de récupérer, qui étaient donc des morceaux de charbon, et le menu. Là, on trouve vraiment chez Écart la signification précise. Donc, sur les stériles, les terres stériles, il y a les gaillettes qu'on va récupérer. Et le menu, c'est le menu charbon. C'est la partie fine du charbon. Donc, il y a les gros morceaux, les petits. Les petits. Là, ça, c'est chez Écart. J'ai vraiment trouvé bien la signification. Donc, sans prendre le temps de dîner, tout le monde donc traversait la ville. Tout ce qui pouvait marcher traversait la ville pour aller voir la finale. Bermera aussi, on se mettait en route. Les gens de ce village, à Le Tiet, El Berger, qui est un ancien joueur de balle, comme vous voyez dans la note, buvot un chop, parchi, là-bas, cassotte un croûte, en allongeant le garbe pour ne pas trop se retarder. Je trouve tout de même un spectacle fort curieux, et de voir cette belle plage verte, arrangée on ne peut mieux, avec des drapios, et au mi-temps de le terrasse, un estrade pavoisée, d'où ce qu'on veillait les prix. Donc, on a cette ambiance de fête, quasiment de Ducasse. Ça n'est pas une Ducasse, c'est quand même une finale de championnat de jeu de balle. Et puis donc, on boit et on va aller à la place verte. Et la place verte, on la retrouve dans le Tour des Chiens Grimpards à plusieurs reprises. Et donc, tout ça, c'est arrangé avec des drapios. Donc, c'est pavoisé au sens propre. Et donc, ensuite, il raconte un peu comment certains joueurs, donc il y a des forts du jeu qui sont un peu prétentieux et puis d'autres qui risquent de perdre la partie. Vous lirez, vous avez le texte en intégralité, hein, donc de la clôture du jeu de balle, de la définition, vous l'aurez hein, bien entendu. Donc ça, c'est tiré de son recueil, donc des pasquilles et chansons valenciennoises. Et on va aller maintenant, je vous reparle après en détail du Tour des Chiens Crapards, parce que c'est quand même sur cette partie-là que je vais le plus insister. Voilà. Et donc là, c'est la même chose donc que j'ai saisi là, hein, pour le coup. Euh, donc, je vous explique comment j'ai procédé dans ma saisie. Les chiffres, c'est de moi. Ce sont les pages dans le texte donc, qui est manuscrit. Donc là, ça commence à la page 151. Vous voyez, là, on a 152 à ce niveau-là, 153, voilà, et 154, etc., 155. Et donc j'ai mis ça, et puis j'ai mis certains mots en gras par rapport à leur substance elle-même, c'est-à-dire le côté sémantique du mot. Et donc, par exemple, ici, retargé, qu'on a eu tout à l'heure, le définition, voilà, hein, le jour de la définition, il y avait donc je vais prendre à partir de là. Il y a une quarantaine d'années, donc là, on est bien après, on est dans 1890 à peu près, donc c'est vers 1850. Et la première, l'édition des chansons et pasquilles, la toute première édition, ben, elle est de cette époque-là. Il y a une cinquantaine d'années, le jeu de balle, il faisait fureur ici. Donc vous avez vu, c'est Gratte-Panche hein, qui parle là, hein, donc et puis qui discute avec pot de soupe là pour le coup. Un jour de la définition, il y avait autant de gens qu'on veillait des tièdes de tous côtés. On sait pas trop, donc on se réparpillait hein, pour tâcher de virer à Tchokos. Et je n'ai mis facile parce que le terrasse, les arbres, les rames, même tout est au couvert de monde. Une vraie fourmisière de quoi. Donc une vraie, moi je dis une froumonière, donc une fourmilière. On ne sera plus étonné de ce que je raconte quand je dirais qu'à cette époque-là, nous avons les plus fameux jeux qu'on a peut-être jamais eus. Il y avait Prosper le mineur pour le livrer, Cordier, Dor, Dupont pour le rachat. Rachat, c'est rechasser. Hein. Normalement, au bout, ça devrait être un S. Bon. J'ai gardé des majuscules qui sont de Cartigné, mais je reviendrai sur la manière de transcrire ensuite. Parce que j'ai modifié, j'assume. Je t'ai une fameuse partie qui a les prix partout du ski à l'eau. Donc une fameuse partie, c'est une fameuse équipe. Hein. Chaque fois qu'ils faisaient un bioco, on ne m'accorde jamais de les applaudir. Et je ricorde petite faute. Je ricorde un passant à une bandoche qui est arrivée une fois à Prosper. Il est venu à le Ducasse avec les jeux de balle dans un pour battre le parti de Valenciennes. Ah donc,
on le voit paraître, arrangé à l'espagnol, un culotte courte, bas bouclé, les bras tendus, et une ceinture rouge. On dirait un matador, là, il est arrangé à l'espagnol, avec la ceinture rouge. Donc la ceinture probablement de chez Boyo Rouge, hein, c'est de là qu'on dit que ça vient des Espagnols. Au Kmashma, on a grimaché et on a ri des gros dents masculins, les gros dents, les grandes dents. Donc on a ri et on voyait donc les incisives. On bougonneau avec raison en veillant un Valencienno venir avec des étrangers pour jouer contre une ancienne société. Parce que donc là, voilà, on a un transfuge, hein, il y a eu un mercato probablement. Enfin, on est au pot de trop content. Et comme on l'a vu caler comme ça a été corps et puis corps plus, davantage. Ah oui, il écrit toujours comme ça, ah oui. Ah oui, mais je ne sais mi si ces culottes, ils génotent ou bien tercos, je n'empêche que malgré tout, je qui pouvait te faire, le parti dans un a pas manqué d'attraper une vielle, et chez Poulco qu'ils avaient été bien roupieux. Donc une vielle, c'est de faire, d'être, puisqu'ils vont l'attraper, d'être Fanny. En fait, c'est de faire 11 à 0, quoi. Voilà, donc c'est vraiment être Fanny. Donc on peut dire ça, une vielle. On peut le garder, même quand on joue au boule ou à la pétanque marseillaise, peu importe. Donc le parti, l'équipe dans un, a bien manqué d'attraper une vielle. Chez pour le coup, qu'ils auraient été bien roupieux. Et donc là, c'est quand même du beau vocabulaire picard, hein, donc bien roupieux, moneux, donc bien dépité. Hein. Mais petits à petits, ils ont su ça remettre d'aplomb à tapant à la bonne veine. Donc là, il y a une allusion au fait que taper à la bonne veine, c'est quand on est dans la mine, on va taper dans la bonne veine de charbon. Donc là, on est quand même sur la place publique, en plein air. Mais donc, ils tapent à la bonne veine, donc ils récupèrent du jeu et ils ont parvenu à se raccrocher à une branque de salut pour gagner tous les jeux d'affilée, en terminant par un non-riflet. Et c'est après ce fameux code stock que Valenciennes a ramassé ses locs. Et ça, c'est une partie chantée. Voilà. Hein, donc, c'est après ce fameux coup l'estocade, quand l'estocade a été portée, et que Valenciennes a ramassé ses locs, donc que Valenciennes a perdu, alors qu'il pensait avoir gagné et de faire une vielle pour les hommes. Voilà. Donc, c'est vraiment toujours, tout est toujours fourni en, en détail. Il y a plein de petites allusions qui sont vraiment riches. Et je comprends pas que, alors peut-être que Jacques Landrecy, que j'admire pour son travail, Jacques Landrecy, c'est pour moi vraiment un maître de la critique de la littérature picarde, disparu trop tôt, il était professeur à Lille, et il est passé à côté de ce texte-là, il n'en parle jamais. Voilà, bon, je veux dire, voilà, nous on a la chance maintenant avec quelques outils qui s'appellent Internet et puis des moteurs de recherche de tomber, et puis Gallica qui est quand même bien riche, de pouvoir tomber sur ces informations-là. Donc c'était pour vous faire le rapport entre les deux éditions. Donc l'édition des Pasquilles de Quertigné, donc la réédition hein, de 1874, la première édition, et puis ce même thème du jeu de balle, et on retrouve des thèmes de ce commun qui sont dans certaines des chansons, en particulier celle des Incas par exemple, et puis dans le Tour des Chincrapins. Alors je vais, maintenant on va essentiellement faire le tour des chiens grimpeurs. Alors il y a donc ça en même temps. Donc vous aurez les informations sur oui, bien un petit truc. Donc sur sa calligraphie, vous aurez aussi une vue que je vais vous montrer après. Non, je vous la montre tout de suite. C'est pas la peine de dire après. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une peinture que là, au milieu de la page, c'est une peinture en trompe-l'œil. C'est comme ça qu'elle est présentée à Valenciennes, qui donc représente les remparts de Valenciennes avant leur destruction. Il y a 9 tableaux, mais qui n'en font qu'un seul. Hein. Et donc ça, euh, c'est un Jean-Baptiste Régnier. C'est début XXe siècle, hein, donc ça a été fait en vue de pouvoir éventuellement faire des cartes postales commerciales. Et puis juste au-dessus, vous avez donc la notice de Jean Dauby dans son livre du Rouchy sur Quertigné. Vous aurez le tout, mais je vous lis la partie que j'ai surlignée en jaune. Quertigné, lui, écrit dans cette langue que M. Jourdain découvrait. Donc, il écrit en prose. Et à juste titre, Jean Dauby remarque ça, parce que essentiellement, l'écriture qui est dans la région de Valenciennes est une écriture
en poésie, en vers, avec donc des rimes vraiment sur une prosodie française. Il y a dialogue avec ses compagnons. Il y dialogue avec ses compagnons, pot de soupe et gratte-panche, et chacun des personnages a son style propre et des tours de phrases bien à lui. Ce n'est pas de la grande littérature, mais un document précieux. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un document précieux, mais je pense que c'est une belle page, 200 belles pages de littérature. Donc, vous voyez, il dit bien, il y dialogue avec ses compagnons. C'est pas lui qui dialogue véritablement, c'est pas Cartinier, c'est un autre personnage, c'est Zazan. Mais bon, on est dans le détail, on va pas faire une analyse avec exégèse. Alors, je vais vous montrer, passer une petite histoire de poisson, et puis vous verrez en même temps le manuscrit de Cartigné. Alors, on va commencer par je vous montre le manuscrit. Je pense que c'est ça. Voilà, vous avez 191 qui doit être écrit tout en haut de la page. Voilà. Donc, je veux vous parler d'un pec miraculous qu'on a fait ici. Il n'y a plus trop 15 ans. Je reste là-dessus. Je veux, donc, je vais montrer, insister sur la graphie qui est employée, parce que là, pour le coup, il n'y a pas grand monde qui y a mis sa main à part celui qui a écrit, hein, c'est de la reproduction derrière. Je veux vous parler, donc les R qui sont comme ça, parfois il y a des T qui ressemblent un peu, c'est parfois un peu compliqué à déceler, d'un pec miraculous, la pêche miraculeuse, qu'on a fait, et voyez, là, il y a une apostrophe. Il manque un T, là, hein, je veux dire. Eh bien, Cartigné, presque systématiquement, enlève la lettre qui pourrait faire liaison. C'est-à-dire que je pense que là, il pourrait y avoir des linguistes, ou des phonolinguistes, je sais pas quoi, je sais pas qui du moins, qui s'y intéressent parce qu'ils montrent l'élision d'une lettre, parce qu'il écrit le verbe faire FAIT habituellement, mais quand il y a un risque devant une voyelle de faire la liaison, bah, qu'on a fait ici, parce qu'on ne dit pas qu'on a fait ici. En français, on va le dire, hein, en particulier en poésie française, on fait toutes les liaisons, toutes les lettres muettes qui deviennent sonores, dans la manière très classique et emphatique de la prononcer, cette poésie. Donc, un pec miraculous, il met deux S, pas miraculeuse, miraculous, qu'on a fait ici. Il n'y a plus de trop 15 ans. Et là, il laisse le S à pu, puisqu'il n'y a pas de liaison derrière. Trop 15 ans, on peut faire trop 15 ans. Pas d'un biojour, pas d'un biojour, et ça, il le fait souvent, donc c'est pas par un biojour, c'est pas d'un biojour. Des wheezeux. Des wheezeux, ce sont des gens qui flânent, ceux qui se promènent, hein. Donc, c'est pas un mot propre au valenciennois, on le trouve aussi facilement sur Douai, voire Cambrai. Des wheezeux qui s'amusotent. Donc là, il fait bien sonner le T, et donc il met bien une apostrophe. À péquer des anguilles, des anguilles, le G qui devient le W, comme on a guêpe, web, war, guerre en français et en anglais. Voilà, qui peut être des anguilles. Et alors ça, c'est un T, ça. Et des gouvions, ce sont des goujons. Ils ont, vous voyez, il met bien les liaisons là, ils ont bien pris un pisson énorme qui ne mesurera, c'est un T, pas moins de 5 pieds. Donc là, il fait sonner le cul, il met l'apostrophe derrière, 5 pieds de long, sur un bon pied de l'arc, et il peso chatresse, lif, cheto, là c'est cela était, hein, cheto, chu qu'on appelle un esturgeon, et qui navigue dans la mer. On ne comprend point et Kmas, comment, Kmas, qu'il a fait ce compte. Pour revenir comme chat, Juka, il n'y a jamais de S à Jusqu'à, je me suis fait avoir au début, mais non, il n'y a jamais, jamais de S, Juka Valenciennes. Valenciennes. On hésite des fois à dire Valenciennes, 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 milieu du 19e siècle. On sait bien qu'il y a au moins une cinquantaine de lieux d'ici à la mer, hein, de Valenciennes à la mer. Donc, comment est-ce que l'esturgeon est arrivé? Les savants, ils crottent que ce gros pichon, que ce gros, là, c'est le son ce. Hein, donc, là, moi, je l'ai écrit avec un C, c'est dit que ce gros pisson, il a été poursuivi, pas poursuivi, poursuivre, hein, suivre, c'est suivre. Panin, encore le panin, là, qu'on avait tout à l'heure avec un peu plus haut, là, avec le nain aussi par un monstre marin qui lui a fait remonter le coulant, qui lui a fait remonter le ruisseau. Ah, le coulant, c'est le ruisseau.
Il vous faut m'y croire. Donc c'est le verbe croire, mais il n'y a jamais non plus de R devant. Donc c'est croire. Comme tout à l'heure, on avait juka. Là, on a le verbe croire pour croire. Que vos comptes des blosses da. Que je vous. Donc là, est-ce qu'il manque un J? C'est pas impossible parce que c'est assez rare qu'ils ne le mettent pas dans cette circonstance-là. Que je vous compte des blosses, que je vous raconte des histoires bleues, que je vous raconte des carabistouilles. Hein. Da, n'est-ce pas? Hein. Vous pouvez avoir del fiat apostrophe à nouveau, comme on l'avait tout à l'heure quand il y avait sa musotte. Hachu que je vous raconte là, à ce que je vous raconte, chez si vrai que je pourrais arraquer me filer, ce que je pourrais en cracher à terre. Hein. Voilà, donc vous avez, là vous avez cet exemple, vous aurez la suite, la page 192 aussi, euh, de manuscrit. Et là, je vous partage maintenant comment j'ai transcrit. Tout ça, c'est le même texte. Hein, donc, j'ai transcrit ici. Hein, je veux vous parler d'un pec miraculous. Donc là, j'ai rajouté le O. Et puis, j'ai mis donc les mots que je vous ai expliqués en caractère gras. Et donc, je reprends la suite. Là, on était que je pourrais narraquer m'infiler. Du reste, puisque vous avez l'air de secouer le tiède et de faire l'incrédule comme saint Thomas, vous n'avez qu'à aller voir au musée le tableau qui représente cette affaire-là. Ah donc, vous verrez si je sais pas des blagues. Si je sais des blagues. Et si je n'ai mivré, je veux bien payer à une côte-tiette ou un tablier de sapeur à l'ancienne maison Gana, ruelle des Tripiers, un v'là une croc. Et donc, j'ai mis côte-tiette et tablier de sapeur parce que une tête chaude et puis un tablier de sapeur, en fait, ce sont des recettes de cuisine. Ce sont des plats. Je ne sais plus si c'est, je crois que c'est une tête de porc qui est servie chaude et puis un tablier de sapeur, c'est un autre plat. J'ai cherché. Je veux pas. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, je vous donnerai les renseignements si vous les souhaitez. À l'ancienne maison Gana, ruelle des Tripiers. Donc là, on est dans le Tour des Chiens Grimpards. Ça fait partie de ces petites rues qui vont être détruites, qui étaient souvent des impasses qui arrivaient au pied des remparts et dans lesquelles il y avait des maisons, des restaurants, on dirait des cabarets qui proposaient des recettes. On a souvent des recettes ou qui fabriquaient de la bière aussi, et un v'là une croix, donc en voilà un calvaire. Et en dessous, eh bien, quand on va dans les archives de Valenciennes, on retrouve qu'un esturgeon a été pêché à Valenciennes le 15 juin 1704, il y a 313 ans, donc comment, à Valenciennes, ils ont sorti cette affaire-là. Et donc là, on a l'église, là, on a la croix, et la croix, en fait, elle est à ce niveau-là. Et donc là, on a le pont dans lequel Quertigné, par la voix de son personnage, montre ce témoignage à côté d'une église qui est disparue. Donc, Kertigné raconte pas de bêtises, il s'appuie sur des documents et bien sûr ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais donc on en retrouve les preuves. Et ça je trouve que c'est comme projet littéraire c'est assez d'une part c'est très original, on ne connaît pas beaucoup de projets de ce genre-là. C'est très riche c'est riche en Picard, riche en allusions, avec des locutions, en dialogue, en chansons, et puis c'est riche en vocabulaire Picard. Et tout ça, ça en fait quand même, pour moi, une pièce franchement intéressante qu'il faudra quand même qu'un jour, il y ait quelqu'un qui s'y attelle pour en faire une analyse assez complète. Euh, Peut-être ça sera moi, j'en sais rien. Peut-être l'un d'entre vous. Et donc, donc, vous voyez, avec en plus, on peut faire une étude sur linguistique sur les liaisons. Il y a, il y a des études sur les liaisons en Picard au deuxième moitié du XXe siècle. Ça existe. Mais là, c'est intéressant de voir par rapport à, en plus, une évolution qui s'est faite dans le département du Nord. Là, on est dans l'est du département du Nord, mais une évolution qui s'est faite au cours du siècle qui s'est écoulé. Donc, on peut avoir une étude qui serait comparative. Bon, donc, ce long texte en prose, euh, le vocabulaire qu'on retrouve dans son lexique de 74 ou chez, chez Gabriel Écart antérieurement, et puis l'ensemble du manuscrit, je vais continuer un petit peu encore, hein. L'ensemble du manuscrit,
il fait quelque chose comme 24 000 mots. Hein, donc, je vous dis, les 224 pages, ça pourrait faire 75 pages tapées serrées avec un ordinateur d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis qu'on peut illustrer, parce que là, on va voir un petit peu les Incas, là, cette fois-ci, puisque je vous en ai quand même parlé, puis j'avais dit qu'on y reviendrait. Donc, voilà. Donc là, j'ai ressaisi parce que si dans un moment qu'on passe là ensemble comme ça, s'il faut tout décrypter au niveau de la calligraphie, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc là, là aussi, je vous donne le début. Alors, il y a le dessin du char des Incas de 1851. Ça a été publié 40 ans plus tard. Hein. Donc tout ça, c'est fait de mémoire. Hein. C'est fait avec ou avec des croquis qu'il avait pu faire par avance. Donc là, on est vers la fin du récit de Kertigné, et voilà qu'un des deux personnages demande à Zazande. J'ai su le plage de l'hôpital que le zinca, chaque fois qu'il y a une marche, ils viennent et se rassembler. Mais Visin, je crois que vous en savoir long là-dessus, puisque vous avez marché un 51. Et donc à chaque fois que Zazande, c'est moi qui ai rajouté entre crochets Zazande, est interpellé, toujours il l'appelle Visin. Et donc quand un des deux protagonistes, Gratte-Panche ou bien Pot de Soupe, veut lui adresser la parole, mais Visin, je crois que vous en savez hein, long là-dessus, vous avez marché en 51, donc on s'adresse bien à quelqu'un qui était présent et les deux autres personnages n'y étaient pas. Tiens, ouais, si j'ai marché. Et j'ai le droit de n'être fier, car on peut dire que ce marche-là a été une des plus belles qu'on a jamais eues. Comme on y passe, il y a vaut 21 quarts, terre tous au plus riche, 32 pelotons, et 4 à 5 hommes qui marchotent comme des soudards bien exercés. Et franchement, je ne pense pas qu'il exagère le nombre de participants, parce qu'il y a d'autres gravures qui ne sont pas de Cartigné, qui montrent des grandes quantités de personnes. Le, L'adverbe comme ne veut pas dire comme dans une comparaison, un grand comme un départ de d'andouille. C'est quand on y pense. On a aussi en français contemporain, ça existe encore cette forme-là de comme. Hein. Euh, Comme on y va, voilà, c'est des choses comme ça. Donc là, ça veut rarement dire, peut-être même jamais dire comme dans l'ensemble du texte. Donc voilà, et donc les Incas, donc qui étaient donc, vous voyez, 500 personnes, 400-500 personnes. Sharp Resato, les peuples d'Elter, conduits par le génie de la civilisation, à la concorde universelle. Il n'y a pas une marche de jour et une marche de nuit. À le jour, il n'y a pas 8 quarts seulement. Je touche qui intéresse au France. À de nuit, tous les quarts étaient réunis, étaient éclairés par 4 chafalots. Des phalos, ce sont des lumières faibles, hein, des petites lampes. Bien sûr à huile à ce moment-là. On peut se faire une petite idée de ce fameux cortège qui n'a vaut pas moins d'un quart d'heure de long et qui a parcouru tout le ville, escorté par une douzaine de musiques, des trompettes et des cymbales. Comme au tambour, chan Macomi, ils avotent le plage aussi. On a vaut élever, et sur le plage d'armes, une grande estrade, du ce qu'on vaut faire l'apothéose, une folle marche terminée. Alors, quand j'ai souligné, c'est parce qu'il décrit un lieu de Valenciennes dans l'ensemble du parcours. Comme ce fait-là, elle était organisée au profit des pauvres, un ribambelle de quêteurs ils se sont mis en route pour ramasser le plus d'argent possible et tâcher d'avoir assez pour gagner une médaille d'argent. Il fallait sévir comme il se faufilote dans tous les coins et qui quittotent les gens qu'après avoir eu quelques sous d'os. C'est un métier ben fatigant. Aussi, je suis sûr qu'une fois le journée terminée, il faut mille hébercher quand ils vont couquer, quand ils vont se coucher. Bon, je vous passe la suite, mais donc c'est pour aussi vous donner donc ce que je tâchais de vous dire tout à l'heure, que c'était des gestes de générosité, hein, donc c'est un peu les restaurants du cœur là, hein, quand même, parce que donc c'est pour venir en aide et en assistance à des personnes dans le besoin qui peuvent être aussi des orphelins, des veuves de mineurs, des choses comme ça. Alors je vous montre rapidement, vous aurez donc le texte de la chanson. Bon, ça, on le retrouve facilement sur comment, Gallica, donc de la Fête des Incas. Donc là, ça, c'est la première édition de la Fête des Incas qui est faite chez Prigné, hein, son premier imprimeur-éditeur à Valenciennes. Et donc, le texte est le texte original, et c'est de Quertigné qui sera donc
euh, retenu au moins pour son refrain dans les mémoires valenciennoises. Euh, Quertigné, il a aussi fait une autre chanson que vous aurez, j'ai retrouvé très facilement aussi, la chansonnette comique en patois de Valenciennes qui, sur l'air de Cadet Roussel, Le pauvre Nicolas. Voilà. Donc, si vous avez chanté Cadet Roussel dans votre jeunesse, vous n'aurez pas de mal à le chanter à nouveau. Mais on va regarder euh, une petite chansonnette qui est dans le Tour des Chiens Grimpeurs, euh, qui, voilà. Et donc, il y a un quartier, un secteur dans Valenciennes qui s'appelle Romainville. Alors, on parle de Romainville comme de l'étoile à queue. L'étoile à queue, c'est la comète de Halley. Alors là, c'est une expression qu'on retrouve parfois, je dirais presque pas assez souvent, parce elle est à la fois bien imagée et puis elle a de l'historicité. Donc, on parle de Romainville comme de l'étoile à queue, donc c'était vraiment comme le loup blanc, quoi. Je te farnommé pour les biobals qu'on y donne à chaque fête populaire et à Ducasse. Et aussi, on canto à l'époque, chez le jour de Ducasse et de Marly, d'allons chez le jeune à Romainville, d'un smazon à deux pas d'Elvine, on ne connaît que le plaisir. Comme il pleut du matin, le jour qui donne un bal, l'ine s'affiche pas mal, car il est bien certain que le soleil réapparaîtra. Et comme verra le moumin, les goyères et les ptiopins, le gambon, tout dévalera. Et donc les goyères, alors là, les goyères, ils mangent des goyères, donc c'est des choux avec du fromage. Maintenant, on les fait comme ça. Enfin, moi, on les fait comme ça, mais donc ben, ça fait partie de ces repas de fête. On parle pas de sandwich ou de hamburger, hein, c'est évident. Ces jours-là, il n'y avait tant de gens dans ce belle guinguette qu'on aurait pu jeter un épine dessus sans qu'elle cache partir. Et ça, je trouve ça absolument excellent. Ces jours-là, il y avait autant de gens dans ce belle guinguette qu'on aurait pu jeter un épine sur eux, qu'on aurait pu jeter une épine sur eux sans qu'elle quièche par terre. Il y avait tellement de monde, ils étaient tellement serrés qu'une épine ne serait pas passée à travers la foule. C'est des images comme ça, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de succulent et ça réveille dans la lecture. Je le redis, je ne suis pas valenciennois et ça n'est jamais, jamais lassant. Euh, un petit mot du beffroi. Alors, je vais vous montrer les dessins de Quertigné avec des images d'époque. Voilà. On a le beffroi qui tient debout, on a le beffroi dessiné par Quertigné qui tombe. Ça, c'est un autre dessin qui n'est pas de lui, qui est de l'époque de la chute du dessin, du beffroi. Vous voyez. Et alors, la photographie existait, et voilà les décombres qu'il y avait. Hein. Et donc, je veux dire, le beffroi euh, comment, il devait être réparé, mais il menaçait. Il y a un architecte qui ne s'est pas montré d'une grande compétence puisque c'est lui qui a fait chuter le beffroi. Et le gardien du beffroi est mort dans cette catastrophe. Et donc là, c'est sur la place du marché à Valenciennes. Tout ça pour donc montrer en fait sur quoi Quertigné euh, euh, se base à la fois sur ses souvenirs, mais aussi sur des éléments, puisqu'il dessine, il peut dessiner, il est tout à fait capable de dessiner d'après un autre dessin et de réinterpréter. Donc on est toujours à l'édition de 1890, mais donc il raconte, il y a une cinquantaine d'années, on pouvait encore vire nous pauvres beffrots qui passent aux stiettes au-dessus des puotos et qui a l'air d'écraser par ce masse et tous l'élégance, tous les cloquets qui l'entourent. Ah, j't'ai une belle pièce. J't'ai vraiment le rodé cloquet. Gratte-ponche par la parole. Je t'ai mis seulement parce qu'il est tout d'un rue auteur qu'on le avec plaisir. Mais ben pour ce bel air qu'on ne se lasso mis jamais de l'admirer. Qu'on ne se lasso mis jamais d'admirer. Le mi est une négation, on la connaît en Picard, elle est bien connue, une négation forte, hein, qui est plus forte que le pas. Mi jamais, alors là c'est encore plus fort que mi, hein, si on veut. Et c'est une négation qui est très fréquente chez Quertigné, qu'on aurait presque tendance à plus lire beaucoup dans le Picard contemporain, du Nord en particulier. Je ne dis pas qu'on ne le lit plus non plus, attention, on ne peut pas interpréter, surinterpréter ce que je raconte. Comme on l'examine avec attention du coin d'Elle rue Saint-Géry, ah, alors là, il y a un as qui est là, je n'ai pas su l'interpréter, donc j'ai bien entrecroché, je sais pas.
c'est peut-être on est heureux de le vir faire, mais c'est vraiment à ce qui est écrit. Alors, il y a peut-être une faute d'écriture à ce moment-là. On est heureux, heureux, toujours heureux, de l'y vir faire si bonne figure. Sonnerie aussi à l'étau fameuse. D'abord, j'to Jeanne de Flandre. Donc ça, c'est le nom des cloches qui vont défiler. Le gros bourdeau qui ne pèse pas moins de 14 000 livres. Après ça, il y a le deuxième, un petit cause moins grosse. Chez le seul qu'on voit suspendu tout en haut du campanile de l'hôtel de ville et qui sonne Korlzer. Hein, la cloche a été récupérée. Il y en a une dans la chute du beffroi, elle a été cassée, mais donc la moins grosse, elle a été récupérée, elle s'est été mise dans le campanile de l'hôtel de ville, hein, le campanile bien sûr. Comme à le troisième, donc quant à la troisième, donc là on a encore une fois une occurrence de com qui ne veut pas dire com, comme à le troisième, chez le cloc du Concel, qu'on a plaché du Puy à Saint-Géry. Saint-Géry, c'est une église et une paroisse de Valenciennes. Et il n'y a encore un pu qu'un fameux Carillon. Il écrit toujours comme ça, Carillon. Donc il dit Carillon, hein, comme Jean-Noël Carillon, si vous avez lu le bouquin qui a été réédité par l'agence. Il n'y a encore un pu qu'un fameux Carillon, qui ne compte pas moins trop à 4 douzaines de cloques et de cloquettes plus ou moins grosses, qu'on atteint tout dit tous les dimanches à midi, et les jours de fête. Aussi fallo vire comme les gens, ils venaient l'entendre avec plaisir. J'étais au boiteux de Nicole qui se chargeait, donc qui se chargeait, vous voyez, on a le se qui vient, qui se chargeait, qui, hein, c'est pas qui se carco, hein, qui se carquio, non, qui se chargeait d'elle faire aller, et il s'enjau d'air à chaque fois, il s'enjau, donc on a vraiment le se que je vous disais tout à l'heure, qui a un peu, un son un peu flamand. Comme le gros cloche à se metto à sonner, avec accompagnement du joyeux carillon, ça vous casse les bras. Donc ça vous cassait les oreilles, mais lui, ça vous cache les bras. Au point qu'on ne pouvait plus ouvrir, je ferai une correction, au point qu'on ne pouvait plus ouvrir plus longuement. Donc ça vous cassait les pattes, en fait, hein, mot à mot, et on ne pouvait plus travailler plus longtemps. Adé, et donc, Adé, hein, ça ne veut pas dire au revoir hein, chez lui, c'est Adé au spormeno sur le plage, de long qu'un larc, tant que Chaduro. Donc on était obligé d'aller les bras ballants sur la place tant qu'il y avait le carillon qui donnait. Enfin, croyum si vous voulez, croyez-moi, des expressions qu'on retrouve beaucoup, on l'a chez beaucoup d'auteurs avant la guerre 40, hein, partout. On l'a vu chez Marius Touron au début de l'année, on le retrouvera chez d'autres auteurs. Enfin, croyez-moi si vous voulez, mais ça a duré des heures entières si on passe au mi-pu à mier qu'à des regards. Donc on passe au mi-pu à mier, à manger, plutôt qu'à des regards, plutôt qu'à faire attention. Des expressions qu'on retrouve assez fréquemment chez lui à Dirga. Direct toucha, il ne reste plus rien, rien qu'un souvenir. Chez comme un ref, chez ben qu'à de le dire, pauvre Beffro, d'où ce que je t'ai vu, d'où ce que je t'ai vu. Là où je t'ai vu, là où je te vois. Je vais poser ici. Donc, il y a cette expression qui arrive là, qui vient rythmer et qui vraiment l'expression d'une forme de nostalgie hein, ou de mélancolie, je pense plutôt de nostalgie d'un paysage, d'un horizon qui est comment qui est disparu. Et donc, comme je voulais encore vous montrer, on va continuer, on va aller jusque, je vais continuer. Et dire, donc, d'où ce que je t'ai vu, d'où ce que je t'ai vu, hein, je suis arrivé ici. Depuis longtemps, nous vieux cloquets et toi cos malade. Chasse comprend, il a vaut plus de 6 ans. On a remarqué que des kervas, si c'est tout fermé à le faire par chi, par là, a donc le conseil, a c'est tôt décidé à le faire réparer. L'architecte, qui est au chargé de l'affaire et qui ne d'avo répondu sustiette, au lieu, toujours, il n'y a pas de faute là, au lieu de ce, au lieu de bien les tamper, à la place de bien le redresser, il y a copé les gampes. Et le 7 d'avril 1843, il y a qu'il y a eu avec un bruit épouvantable. Donc il est tombé avec un bruit, mais là c'est toujours bruit, il n'y a jamais de R, c'est comme croire tout à l'heure. Il y a qu'il y a eu dans un bruit épouvantable, 25 canons tirant tout un sang et ne faisaient pas plus de tapage. C'est si vrai qu'on l'a entendu de tout le ville, mais corps des faubourgs et des environs. Alors, la ponctuation, j'ai conservé celle de Quertigné, ce qui fait que, enfin, dans la mesure du possible, je l'ai conservé, parce que, oui, épouvantable,
là, normalement, il devrait y avoir une virgule, hein, 24 canons tirant un sang. Je l'ai conservé. Je pense qu'une édition mériterait d'avoir une ponctuation plus moderne, de manière à ce que la lecture soit un peu plus facilement compréhensible. Mais bon, c'est difficile, il faut faire des choix. C'est toujours difficile de faire un choix. Pendant plus de 2 heures, elle poussière à l'étau si grande sur le plage et dans le voisinage qu'on veuillot mis à 25 pieds pas devant ce nez. Enfin, sensiblement, un a fini par pouvoir s'y reconnaître et le monde s'est mis à ouvrir d'un rue de co. Donc tout le monde là, qui était rassemblé, hein, devant la catastrophe s'est mis à travailler, à en mettre un coup, à travailler d'un rue de co. De l'autre côté, les carboniers qu'ils avaient attendu dans un grand buis que Chafezo fait, et tout décadus au grand décibel galop. Donc les ouvriers du charbon dans un ont entendu à une certaine, donc à une longue distance. Ils ont descendu au grand décibel galop. On a l'expression qui perdure de grand décime galop, hein. Donc là, c'est grand décibel. Je trouve que c'est amusant. J'ai pas regardé en quelle année on avait pris la notion de belle comme unité de description du son. Je pense que ça n'a strictement aucun à voir. C'est grand décime galop qui vient grand décibel galop. C'est plusieurs fois dans le Tour des Chiens par qu'on retrouve cette expression-là. Donc les carboniers, ils arrivent armés de l'opioche et de zoutio pour muer les herménages. Les herménages, ce sont les décombres. Donc comme là, il va y avoir les décombres des tours et des remparts qui vont être donc à déblayer. C'est un mot qui revient fréquemment dans les chiens grimpants. Et tâcher de trouver un dessous les pauvres fieux qui avaient été surpris par l'écoulement du beffroi. Tout à chacun au métaux du sien. On espère encore un sauver quelques-uns. Et chez comme choc, on a attrapé le nuit. Hein, on est arrivé à la nuit, on a attrapé le nuit. Et à l'heure des phalos, on retrouve les phalos, les lumières, donc les lampes qu'on porte, les lumières un peu faibles. On a retiré 7 en donnant plus signe de vie. Donc déjà 7 morts incompernant le pauvre ghetto du buisson qu'on a retrouvé d'un scambe de plomb, donc dans sa chambre de plomb, qui avait déverrouillé sur le plage du commerce, donc il avait dégringolé sur le plage du commerce. La chambre de plomb a descendu. Ce pauvre vieux, cordonnier de ce état, avocat une laine à ce main, hein, il est cordonnier, donc il a son outil de cordonnier, la laine du cordonnier à la main. 1 heure avant, un sergent a grimpé jusqu'à là, et malgré tout chu qu'il a pu dire pour fourcher à Décade, le malheureux a voulu rester. On peut dire qu'est ce pauvre diable, un diable, c'est toujours comme ça à tourner, c'est toujours diable, hein, est mort à ce poste, victime de cet entêtement. Que triste cause, Valenciennes, imperdance beffrau, perd au corps guetté. Donc la peau de soupe qui va intervenir. Ah oui, Fieu, t'as bien raison. Va, 1000 premiers comme tout bon Valencienno, j'ai été bien triste pendant au moins 5 6 ans de ne plus vivre ce biomonument et d'atteindre ce belle sonnerie. On me dira que les grosses cloques qu'on a pu sauver de la destruction, on les atteint encore comme au terfaux. Ah oui, c'est bon de le terre, mais je n'ai mis plus le même son. Allons, allons, et je n'ai plus chat. Et donc l'expression chez bon del Tertre, c'est bah oui, c'est facile, hein, tout ce qui est facile, ça se passe bien, mais je n'ai mis plus le même son. Et c'est une expression qu'on retrouve quelquefois chez Cartinier, et y compris dans son premier recueil. Alors, vous voyez, il y a vraiment de la matière, forcément, je veux dire, c'est un bouquin de 200 pages, il y a forcément de la matière à exploiter. Alors, je vous montrais pour conclure un petit peu quelques images de, comment, des destructions des remparts de Valenciennes. Donc il y a une description, il y a un bouquin du 19e siècle qui présente les remparts de Valenciennes, les différentes fortifications. Et puis ça, ce sont des photographies qui sont sur le site des archives valenciennoises de la bibliothèque, vous voyez. Et donc, quand ils font le tour des cinq remparts, eh bien, ils sont sur ces remparts-là, imaginairement, puisque les remparts sont détruits. Et là, on voit tous les ouvriers, les carriers qui viennent travailler. Puis il y a aussi ceux qui ont les mains dans les poches ou un chapeau haute forme qui viennent surveiller le chantier. Euh, et donc, je vous passerai, parce que peut-être que vous allez avoir envie d'aller vous promener à Valenciennes sur les vestiges. Il y a encore quelques petits vestiges, hein.
Donc là, vous avez différents plans et fortifications de Valenciennes. Donc ça, c'est un plan de coupe, mais vous avez les cinq remparts. Donc là, on voit quasiment quand même le plan. Je vous les ai mis tous dans la même orientation géographique. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont parfois écrites en travers. Et donc, on voit les différents forts avancés, comme il y avait dans toutes euh, de très nombreuses villes de chez nous. Et puis, donc, je vous partage ce document. Voilà. Donc, où là, donc il y a eu en 2013 et puis en 2023 des conférences qui ont été faites. Donc, Christine Niac, qui est connue sur Valenciennes, qui s'occupait aussi un petit peu dans l'Arnitoile, et donc avec des maquettes qui ont été faites des remparts qui sont disparus. Hein. Ça n'a pas été fait d'après Quertigné, ça a été fait d'après d'autres documents. Et puis là, la tour d'Odène de Valenciennes qui existe toujours, alors que j'irai voir la prochaine fois que j'irai à Valenciennes, mais je la connais pas. Et donc voilà, avec différentes occurrences c'est quelque chose d'assez constant dans la mémoire de Valenciennes, et donc des occurrences plus modernes d'en avoir reparlé, et sans jamais faire état de Quertigné. J'en étais même arrivé à un moment donné à me demander si j'étais seul à avoir lu le bouquin, quoi, parce que je dis, mais pourquoi les gens de Valenciennes n'ont pas lu, ils connaissent pas mieux que ça. Enfin, c'est dommage, parce que franchement, c'est accessible, c'est une langue qui est riche. Hein. Le dictionnaire, je l'ai pas fait, mais le dictionnaire, il comporterait quand même facilement 300 mots. Hein. Je dis, c'est pas rien, mais on a des documents pour comment se renseigner autour de Valenciennes. Et donc, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, donc je vais vous montrer chez Giard l'almanach de 1887, donc forcément écrit en 1886, dans lequel vous voyez, là, il y a un dessin en ombre chinoise comme ça. Et donc, attention les yeux, je vais descendre pour aller, hop, 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 pour vous montrer la première BD en Picard. C'est ce qu'on considère être la première BD en Picard. En fait, c'est un almanach, voilà, on y est. Donc, chaque mois, il y a des ombres chinoises avec un commentaire en dessous pour chaque mois, avec un décalage. Le texte n'illustre pas le dessin, c'est en fait pratiquement l'antithèse. Et donc, on a comme ça les mois avec, bah là, il y a une brouille. Un jeune ménage est devant l'Anciennos, un brûlera dans l'astronomie et passera trop vite à l'Lune rousse. Donc, c'est le cas dans l'horloge hein, chez Simons, voilà, on passe à la lune rousse, voilà, c'est comme ça. Et puis là, on a donc avec euh, deux petites anecdotes. C'est très léger, hein, on n'est pas encore dans Bécassine ou bien dans la famille Fenouillard, mais voilà, on a pour les 12 mois, bon, on l'a réédité dans Schlancheron, donc des dessins qui accompagnent du texte, et on est aux prémices de la BD. Hein, aux États-Unis, ça sera bientôt Yellow Kid, ça c'est un petit peu antérieur. C'est pareil en Allemagne, la BD allemande, et il n'y a qu'en Suisse, édité en français, chez Rodolphe Töpffer, quasiment 50 ans avant, qu'on a véritablement les toutes premières BD au sens moderne du terme qui sont déboulées, qui sont arrivées, déboulées, voilà. Et là, on a donc la silhouette de Cola Bonzig, qui est celui qui signe le pseudonyme. Je ne sais pas qui c'est. Ça ne ressemble pas du tout au trait de Quertigné. Ça n'est pas non plus sa manière d'écrire, le Picard en prose. Je ne sais pas, nous ne savons pas qui c'est, et c'est Fernand Carton qui m'avait signalé ces BD. Enfin, c'est prémisse de BD, mais il faut quand même bien qu'il y ait un départ un jour quelque part. Et dans les autres almanachs publiés chez JR, que ce soit avant ou après, il n'y a plus de BD. Vérifier tout ça. Voilà. Bon, c'était une deuxième parenthèse. Donc, comme d'habitude, je vais corriger les fautes que j'ai repérées dans le texte, les textes que je vous ai passés. Et puis, vous voyez, je montrais peut-être un enthousiasme que tout le monde partagera pas autour de Quertigné, mais je trouve que on a véritablement, euh, à la fin du 19e siècle, un très long texte en prose euh, qui se lit,
qui est un projet littéraire. C'est pas une collection de textes qui sont collés les uns bout à bout. Voilà, on a tout ça. Là, voilà, là, c'est une partie où il y a des couplets de chansons, mais qui sont notés. Et donc, on imagine que nos trois personnages cheminent, ils font tout le tour. Et que, donc ils décrivent, je vous ai passé le nombre de pintes de bière qu'ils se souviennent avoir bu, et non pas qu'ils boivent. On a des dessins avec les ouvriers qui sont à l'œuvre. Je serais curieux de voir le format original, hein, parce que ça, c'est le travail que je vais faire à partir d'un reprint. Vous aurez le lien avec le texte en PDF, hein, qui est accessible. Donc, je vais trouver les liens. Donc là, ça, c'est l'église Notre-Dame du Saint-Cordon. C'est franchement intéressant. Et en plus, c'est un côté historique. C'est-à-dire qu'on voit bien dans quel contexte les remparts sont démontés. Je vous ai absolument pas parlé, il y a un épisode qui se passe pendant la Révolution française vers 1793 de mémoire, qui raconte comment Valenciennes a résisté aux envahisseurs, donc aux agressions qui venaient de Prusse en fait, et des Autrichiens, et comment Valenciennes résiste et comment la garnison va se rendre avec les honneurs. C'est les Anglais qui sont en face. Il y a du vocabulaire militaire qui apparaît à ce moment-là. Il y a tout ça, c'est corroboré par des documents historiques qui racontent l'histoire de Valenciennes. De toute évidence, en 1793, je ne sais même pas si le père de Cartigny était né, donc lui, a fortiori pas. Et donc, il raconte des événements historiques et il remet tout ça dans le contexte des fortifications de Valenciennes. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose d'assez incomparable dans notre littérature. C'est pas au-dessus du lot, mais c'est pas en dessous, en tout cas. Voilà.